Il y a aussi la dictature du tweet, de l'émotion. C'est-à-dire qu'avec l'invention de l'imprimerie, on a fait un énorme progrès. Il ne faudrait pas qu'avec l'invention d'Internet, on retombe au Moyen-Âge où on brûlait les sourcières, parce que c'est un peu ça qu'on fait en réalité. Mon père, mesdames, messieurs, d'abord merci de me permettre de venir ici, parce que c'est toujours passionnant que d'avoir à réfléchir à un sujet aussi beau que celui qui m'a été soumis, c'est-à-dire nos libertés aujourd'hui. Qui suis-je? D'abord, pour que vous le sachiez, c'est-à-dire que je ne suis pas du tout fondée à vous parler de ce sujet, puisque je suis avocat, mais avocat pénaliste, c'est-à-dire que je ne réfléchis pas à la Constitution, je ne réfléchis pas à l'organisation générale du pays, j'applique dans ma vie quotidienne, pour mes clients, les lois généralement restrictives de leurs droits qu'ils peuvent avoir enfreints. Enfin, j'applique. Je cherche à leur faire comprendre et à les aider devant les tribunaux quand ils sont poursuivis. J'aide aussi ceux qui sont victimes d'infractions et qui, du coup, sont victimes de l'absence de respect des lois par d'autres personnes. Mais quoi qu'il en soit, je ne suis pas donc ni philosophe, ni constitutionnaliste. Il reste que le père Ollier m'a demandé de venir et que je me suis dit que c'était quand même pas absurde parce que 1 heure, c'est un temps suffisant pour que je puisse vous exposer ce que moi je vis et je réfléchis, si on peut dire, au quotidien, et qu'après nous puissions échanger sur ces questions qui sont aujourd'hui d'une acuité fondamentale. La première question qui s'est posée à moi, c'est de savoir justement comment se positionner. La liberté est quelque chose que nous ressentons tous. Nous savons, en fait, quand nous avons le sentiment d'être libre et quand nous avons le sentiment de ne pas l'être. Et nous savons aussi que la liberté, c'est beaucoup plus qu'un sentiment, c'est une donnée objective. Mais pour y réfléchir, les premiers à y avoir réfléchi sont quand même les philosophes. Le droit, lui, applique la pratique de la liberté. Et donc, on est déjà, en ce qui concerne la liberté, dans quelque chose de complexe, qui est le regard que l'on porte sur elle, et puis la manière dont elle peut s'exercer au quotidien. Et puis pour nous, chrétiens, la liberté, alors c'est très dangereux. J'ai envoyé un SMS ce matin au père pour vérifier qu'il était bien là, en me disant que s'il n'était pas là, je dirais que je renonçais à cette conférence, parce que je risque de dire énormément de sottises, mais que du coup, c'est bien, là, il y a une voix qui pourra les corriger après. Mais il me semble, en tout cas, que pour nous, chrétiens, la liberté est d'abord une grâce. Et c'est une grâce devant laquelle, je pense, nous pouvons nous émerveiller à chaque seconde. Nous sommes libres parce que nous sommes créés à l'image de Dieu. Autant dire que l'existence de cette liberté et l'exercice de cette liberté est essentielle puisqu'elle fait partie du plan de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes dans un état de droit, c'est-à-dire que nous sommes soumis à des lois, mais la puissance publique aussi. Elle ne peut pas faire ce qu'elle veut. Et cet état de droit, cet exercice de nos libertés, nous y sommes tous profondément attachés. Nous y sommes profondément attachés en Occident et je pense tout particulièrement en France à cause de notre histoire. Pendant longtemps, l'homme libre a été en réalité relativement l'exception. Par exemple, au temps des Romains, je crois que le seul homme vraiment libre était le citoyen romain chef de famille, ni sa femme, ni ses enfants, ni bien évidemment ses esclaves. Donc, l'homme libre était très minoritaire, mais c'était aussi sur l'homme libre que pesaient le plus de contraintes morales, de contraintes politiques, de contraintes dans l'exercice de ses droits. Ce qui me faisait penser, c'est une toute petite aparté, au fait d'être profession libérale ou d'exercer à son compte aujourd'hui, où je pense que nous avons incontestablement, nous en tant que profession libérale, le plus de liberté dans notre vie quotidienne professionnelle et incontestablement aussi, je pense, le plus de contraintes.
Donc, c'est peut-être discutable, hein, mais je me disais ça en travaillant mon texte et en voyant mon emploi du temps. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 a été en France quelque chose d'évidemment extrêmement important comme affirmation de liberté de chacun. Et puis, cette liberté qui était une liberté individuelle a été promue au fur et à mesure du temps comme ayant une valeur universelle. Et après la guerre de 40, nous avons eu la Déclaration universelle des droits de l'homme, puis dans notre Constitution, nous avons adopté en 1958 le préambule de la Constitution de 1946. Donc, notre Déclaration des droits de l'homme de 1789 est venue s'intégrer et s'est posé la question de la définition des libertés pour chacun, c'est-à-dire est-ce que c'est simplement la possibilité de s'autodéterminer, de faire ce qu'on veut? Est-ce que c'est, comme le dit en fait la Déclaration des droits de l'homme de 1789, dans son article 4, que je vais me permettre de citer, quoi que vous l'ayez tous en tête, parce que je trouve que c'est quand même intéressant d'avoir un cadre précis. Cet article 4 qui est que la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Et il complète, ainsi l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de borne que celle qui assure aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être fixées que par la loi. Il y a la liberté physique, il y a les libertés fondamentales qui se sont ajoutées, qui ont été définies par le Conseil constitutionnel au fur et à mesure, intégrées dans notre socle constitutionnel. Et puis, il y a ce que nous, chrétiens, justement sur des bases que d'autres pourraient considérer comme philosophiques, nous considérons, c'est-à-dire la liberté de choisir le plus grand bien, la liberté de faire le bien. Notre civilisation judéo-chrétienne fait que l'homme prime sur l'État, que la dignité de l'homme est essentielle, que l'État ne doit pas être quelque chose qui écrase l'individu, nous ne devons pas rentrer dans un régime totalitaire. Et pourtant, au fur et à mesure du temps, nous voyons aussi qu'il y a, et surtout en ce moment, nous y sommes confrontés, des infractions de plus en plus grandes à un régime qui serait un régime de liberté de base. En fait, d'ailleurs, il est amusant de voir que c'est surtout à partir de 1968, où il est devenu interdit d'interdire et où ça a été promu comme une sorte de règle morale générale, c'est à partir de 1968 que nous avons vu progressivement dans la société le plus de restrictions intervenir à notre liberté quotidienne. Pour des petites choses qui sont petites et qui s'additionnent, que je ne critique pas en elles-mêmes, que je viens juste énumérer à titre d'exemple, comme par exemple le fait de devoir mettre sa ceinture de sécurité de manière obligatoire, comme par exemple le fait de ne plus pouvoir fumer où on veut, c'est-à-dire qu'on peut en fait de moins en moins fumer. Alors maintenant nous avons l'obligation de porter un masque, que je ne porte pas juste parce que je suis loin du premier public, l'obligation de porter un masque, l'obligation d'être chez soi après 18 heures, l'obligation, nous le savons tous, l'obligation d'être séparés les uns les autres, de ne plus nous toucher, de ne plus nous approcher vraiment les uns des autres, avec des infractions posées par l'État même à cette règle qu'il pose, par exemple quand on prend le train, dans un train de la SNCF, donc qui est public, et qu'on est côte à côte avec son voisin, on se demande pourquoi on a le droit d'être dans le train pendant 3h30 à côté de quelqu'un à qui on a demandé de ne pas manger son sandwich, mais qui a quand même le droit de manger son sandwich, même s'il est recommandé de ne pas manger de sandwich, et donc il n'aura pas d'amende s'il ne mange pas de sandwich, alors que si sans manger de sandwich on a ôté son masque là, on encourt une amende et le contrôleur est bien fondé à vous donner une amende. Donc pendant 3h30 on peut être côte à côte de cette personne qui mange très lentement son sandwich, alors que pendant la messe on est forcé d'être séparés selon la manière dont le curé et la paroisse organisent au mieux
son assemblée de manière à encourir le moins de risques de punition. On peut même être séparé parfois de son conjoint parce que les places sont bien délimitées et que les familles, il n'est pas prévu de rapprochement pour les familles. Et en tout cas, on est très loin du voisin qu'on aime bien et voilà. Donc, la situation est aujourd'hui vraiment complexe. Les lois qui ont été prises récemment, bien avant cette situation sanitaire, ont aussi introduit des infractions à ce principe de liberté dans lequel nous sommes censés ou nous croyons vivre. Nous avons par exemple des articles de la Constitution qui permettent qu'il y ait des lois dites liberticides qui soient prises quand c'est nécessaire pour la protection des citoyens, de l'État et la bonne marche de la société. Nous avons l'article 16 qui donne les pleins pouvoirs au président de la République, qui a été appliqué une fois depuis 1958. C'est entre le 23 avril et le 29 septembre 1961, à l'occasion du putsch des généraux à Alger. Application donc par le général de Gaulle. Général de Gaulle qui était profondément, réticent à tout ce qui pouvait représenter, j'allais dire le droit, non, il ne faut quand même pas exagérer, mais qui n'était pas du tout réceptif à notre manière, à nous avocats en tout cas, de voir la justice, et qui n'avait aucun atome crochu, par exemple, avec les avocats. Donc, ça a été appliqué une fois. Après, nous avons l'article 36 de la Constitution pour l'état de siège. Ça, pour l'instant, jamais mis en œuvre sous la Ve République. Et puis, l'état d'urgence, qui a été régi par la loi du 3 avril 1955, et qui permet qu'on puisse, s'il y a une nécessité de maintenir la sécurité publique, prendre des lois qui sont des lois d'exception. On a activé cet état d'urgence après les attentats du 13 novembre 2015. Depuis, il a été renouvelé à 6 reprises. J'ai l'impression que le renouvellement de cet état d'urgence ne pose plus vraiment de problème, en fait. Alors, je me trompe peut-être, je ne lis peut-être pas suffisamment, sûrement pas suffisamment la presse, mais je n'ai pas l'impression que ça fasse des scandales. Or, au fur et à mesure qu'on renouvelle cet état d'urgence, qu'est-ce qui se passe? On fait glisser imperceptiblement aussi des articles des lois d'urgence, de la loi d'urgence, dans le code pénal général, dans nos lois générales, dans notre quotidien. Pourquoi? C'est normal, vous allez me dire. C'est pour lutter contre le terrorisme. Le gros problème qui se passe, c'est qu'on laisse s'infiltrer dans nos lois des dispositions qui, sous couvert d'un très bon sentiment et d'une très bonne lutte, car qui voudrait ne pas lutter contre le terrorisme? Personne, je pense, de sensé, permettent après qu'on puisse qualifier de terroriste, on ne sait pas qui. Alors, au moment de la guerre d'Algérie, qui est un temps qui devient déjà lointain et qui devient historique, les terroristes étaient à la fois du côté du FLN et du côté de l'OAS, d'après les lois de l'époque. Aujourd'hui, les terroristes sont pour l'instant ciblés, mais on ne sait pas qui demain sera déclaré terroriste. Peut-être certains d'entre vous ont-ils été manifestés dans récemment ou relativement récemment, disons depuis 7 ou 8 ans. Est-ce qu'un jour, ces manifestations-là pourraient être créées nommées comme dérapants, comme ayant des gens qui, autour, voudraient porter atteinte à l'État? Est-ce que des manifestants très agacés qui se dirigeraient contre l'Élysée sans aucun espoir de succès et aucune volonté réelle de putsch ne pourraient pas se voir traités comme des terroristes parce qu'après tout, ils auraient échangé, surtout s'ils sont jeunes, des propos qui pourraient s'apparenter à des propos dangereux qu'on trouverait également chez des islamistes eux-mêmes bien reconnus terroristes. Et on voit bien à quel glissement cela peut nous entraîner. On disait, quand j'étais étudiante, que le code de procédure pénale était le code des honnêtes gens et le code pénal, le code des délinquants.
Le problème, c'est que nos lois d'urgence font beaucoup déraper notre code de procédure pénale. Et que toute personne qui se sent droit dans ses bottes et ne réfléchit pas plus ce qui est tout à fait normal et quotidien qu'à son propre quotidien, estime que quand on est malfaiteur, par exemple, c'est tout à fait normal, on va en prison, il n'y a pas de problème, et c'est très agaçant tous ces gens qui vous disent qu'ils font sauter des procédures pour des nullités de procédure. Ça, c'est légitime de penser ça. Puis après, on se pose, et on se dit que si on a grillé un feu rouge, et qu'on a quelqu'un de suicidaire qui s'est jeté sous nos roues, on est donc évidemment soupçonné d'avoir causé la mort de cette personne à cause du fait qu'on a grillé le feu rouge. Donc on va aller en garde à vue, qu'on va risquer de comparaître en comparution immédiate et qu'on risque de la prison ferme. Et que là, il est peut-être bien quand même qu'il y ait des règles, c'est-à-dire qu'on ne puisse pas nous arrêter sans nous entendre, qu'on ne puisse pas nous arrêter sans qu'un avocat se dresse à côté de nous, qu'on ne puisse pas nous arrêter sans que notre famille puisse témoigner qu'on était soumis à une pression énorme, qu'on avait une angoisse soi-même très importante, qu'on était dans une situation d'urgence extrême où il fallait aller voir quelqu'un à l'hôpital et que c'est pour ça qu'on a grillé le feu rouge alors que jamais on avait commis d'infraction dans sa vie avant, et que l'on puisse faire une petite enquête sur la pauvre victime pour vérifier qu'effectivement, elle cherchait bien elle-même à plusieurs reprises à attenter elle-même à ses propres jours et qu'on n'est donc pas à l'origine de quelque chose qui est dont on est complètement responsable. Là, tout le monde se dit tout d'un coup, ben oui, on a besoin d'être défendu. Donc besoin d'être défendu, c'est-à-dire besoin qu'un code de procédure pénale cadre nos droits de manière très stricte. Or, aujourd'hui, nous avons peur. Nous avons peur des terroristes. Nous avons peur du coronavirus. Nous avons peur de beaucoup de choses et nous avons d'autant plus peur que nous vivons dans une société qui cherche à nous expliquer, et même si nous n'adhérons pas à ce principe-là, nous en sommes baignés, qui cherche à nous expliquer que nous devons pouvoir vivre sans maladie, nous devons pouvoir vivre sans la mort, donc nous cherchons quand même à gommer la mort ou ses conséquences. En fait, il y a des choses paradoxales qui sont que d'un côté, on veut nous faire voter des lois qui permettent l'euthanasie, par exemple, et d'autre part, on nous dit qu'il faudrait un risque zéro dans la vie quotidienne qui est la nôtre. Et donc, dans cette société anxiogène, on se retrouve à prendre des dispositions qui infantilisent les citoyens que nous sommes, c'est-à-dire qui cherchent à nous promettre une liberté qui est celle de l'enfant de 4 ans. Une liberté où on peut faire des caprices, où on peut avoir tout ce qu'on veut. Bon, l'enfant de 4 ans n'a pas toujours tout ce qu'il veut, hein, mais le rêve de liberté de l'enfant de 4 ans, du moins. C'est-à-dire, on pourrait faire tout ce qu'on veut dans une sécurité complète où on est pris en charge sur le plan moral. Et qu'est-ce que la liberté réelle qu'on désire? C'est la liberté inverse. La liberté de l'adulte qui s'assume, qui sait qu'il y a des risques qu'il est impossible de ne pas prendre, et qui les assume. Donc, dans cette ligne de l'état d'urgence à la suite des attentats terroristes, il y a l'état d'urgence sanitaire, la loi de mars 2020, parce qu'il y a une mise en péril de la population à cause de la pandémie que nous subissons. La situation, là aussi, est évidemment extrêmement complexe, car il est évident que si nos hôpitaux explosent, que si on ne peut pas faire face à la surabondance de personnes qui ont besoin de réanimation, eh bien les personnes qui auraient parfaitement survécu grâce à la réanimation ne survivront pas, alors que simplement il aurait suffi qu'elles aient des soins. Cette situation-là est, je trouve, impossible à nier. Donc le gouvernement prenne de son côté les lois, les dispositions qui fait qu'il espère juguler le problème, me paraît tout à fait normal. La question reste, dans quelle mesure sommes-nous prêts à l'accepter? Dans quelle mesure le gouvernement lui-même prend-il
ces lois, ces directives, ces décrets, toutes les mesures qui nous contraignent de manière suffisamment libre. Et c'est peut-être là où on peut se poser la question de la réalité, du sens de certaines des dispositions qui sont prises et qui nous contraignent. J'ai l'impression que nos gouvernants ont terriblement peur eux-mêmes, moins du coronavirus ou des terroristes, que des procès qu'on peut après leur faire pour mise en danger de la vie d'autrui. Ça, c'est une autre peur. Et prendre des décisions parce qu'on a peur plus tard d'un procès me paraît extrêmement malsain. Or, aujourd'hui, nous voyons que nous avons déjà des enquêtes qui sont ouvertes contre notre ancien Premier ministre sur sa manière de gérer la crise. Bon, est-ce légitime ou pas? Est-ce que c'est vraiment exercer la liberté de citoyen que de... Alors certainement, il faut qu'il puisse y avoir des procédures, mais que ce droit de remise en question complet tout le temps de tout ce qui est fait avec ce soupçon lourd, cette accusation lourde du pénal derrière, c'est-à-dire vous avez peut-être commis des actes qui sont des délits extrêmement graves, qui pourraient vous conduire en correctionnel et qui pourraient conduire à votre détention, c'est ce à quoi nos politiques sont confrontés, et c'est un peu le serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire qu'on permet des lois liberticides pour protéger ceux qui ont peur eux-mêmes de voir leur liberté atténuée, voire supprimée. Aujourd'hui, nous avons deux projets de loi qui sont potentiellement liberticides. La loi sécurité globale et la loi confortant le respect des principes républicains. Ces deux lois peuvent de nouveau apporter des restrictions à nos libertés qui me paraissent tout à fait importantes. Par exemple, dans la loi sur le respect des principes républicains, pour conforter les principes républicains, il est prévu que on puisse, alors c'est un tout petit peu technique sur le plan du droit, mais c'est en fait pas très compliqué, que l'article 24 de la loi de 1881 sur la presse, qui est l'article qui crée le délit d'incitation à la haine, de provocation à la haine, de provocation à la discrimination, etc. Que cet article de loi, qui appartient à la loi de 1881 sur la presse et qui donc bénéficie de toutes ces garanties, ce sont des garanties procédurales très fortes, puisque c'est une loi qui porte atteinte à la liberté d'expression, qui la contient. Et que la liberté d'expression est évidemment particulièrement importante dans notre pays, puisque c'est peut-être la plus proche de la liberté de penser, la liberté d'expression. Donc, cet article 24, dans le projet de loi, peut répondre aux conditions qui permettent les flagrants délits, les comparutions immédiates. Donc, sur le fondement d'un délit de presse, on pourrait se retrouver, ce qui aujourd'hui est complètement impossible, à être traduit devant un tribunal en l'espace de 24 ou 36 heures. C'est très très grave. Pourquoi? Parce que la liberté d'expression implique par définition une liberté de discussion, une liberté de polémique, et que si, dans le cadre d'une polémique, on se retrouve jugé par un tribunal, eh bien, on se doute bien qu'on ne pourra pas être jugé avec la paix et le recul que nécessite absolument le fait de juger si oui ou non il y a atteinte à une liberté d'expression ou si au contraire la liberté d'expression est excessive. Donc en soi, on se dit c'est pas possible. Mais quand on voit le fondement du texte, c'est pour éviter que, comme dans ce qui s'est passé pour le pauvre Samuel Paty, il y ait des gens qui puissent impunément inciter à la haine contre quelqu'un et se retrouver jugés par un tribunal seulement un an après, ce qui paraît là beaucoup trop tardif. Donc le législateur se trouve pris entre deux choses, respecter ce socle fondamental de notre droit qu'est la loi de 1881 sur la presse, en disant oui, la liberté d'expression est quelque chose qui est
tellement primordial qu'on ne peut pas y atteindre de cette manière si rapide, et d'autre part, la nécessité de freiner de manière radicale des propos qui sont évidemment très dangereux. Si je vous dis ça, ce n'est pas pour vous simplement vous plonger dans une perplexité terrible, c'est pour simplement que chacun puisse choisir en conscience aussi ce qu'il pense, ce qu'il préfère, ce qu'il estime bon, et y être vigilant. Si le législateur finit par décider, par exemple, qu'on peut comparaître en flagrant délit sur le fondement d'atteinte à cet article 24 de la loi de 1881, eh bien, je pense qu'il faudra que simplement chacun, nous, citoyens, nous soyons extrêmement vigilants à la manière dont cet article et ces dispositions seront appliquées. Et je pense qu'il est très important que, dans ces cas-là, on salue le fait que les règles de droit soient de manière très vigilante surveillées par les tribunaux et qu'il y ait des nullités de procédure qui soient soulevées et qu'on puisse les critiquer, au lieu que simplement on se dise « non mais c'est aberrant, on a encore laissé sortir quelqu'un parce qu'il y avait cet article de loi et c'est quand même, toutes ces lois de procédure sont absurdes ». Vous voyez ? Si en revanche, vous pensez, et certains pensent qu'il ne faut pas que cet article de loi soit changé et qu'on puisse comparaître en flagrant délit pour un problème de délit de presse, il faut voir comment on peut, autour de nous, réfléchir, puisque je pense que la société a les dirigeants qu'elle mérite. Donc je pense que si on réfléchit, nous, tous, eh bien nous aurons des dirigeants qui réfléchiront. Je crois qu'il n'y a pas de... Voilà, je pense que nous sommes en démocratie aujourd'hui et que les gouvernants que nous avons et qui souvent ne nous conviennent pas, eh bien malgré tout nous les portons et nous avons une part de responsabilité à leur égard. Donc il faut impérativement dans ces cas-là réfléchir à d'autres solutions qui permettent d'empêcher que des gens puissent s'exprimer comme ça a été le cas autour de Samuel Paty. Autre exemple de risque d'atteinte aux libertés, évidemment, toutes les atteintes aux libertés qui ont eu lieu dans le cadre de la liberté de culte. Ça, ce sont des atteintes aux libertés extrêmement graves, parce que de la même manière, elles sont, elles sont indépendantes, complètement dépendantes, complètement liées à la liberté de conscience. Ce sont les libertés qui sont les plus fondamentales. Sans doute encore plus que la liberté d'aller et venir, parce que aller et venir, c'est une chose, mais pouvoir prier, c'en est une autre. Donc la liberté de culte, la liberté d'exercer librement son culte, c'est quelque chose d'essentiel. Et de la même manière, dans un État qui est un État laïque, il faut faire attention, il faut prendre en considération le fait que la liberté de culte, qui est tellement essentielle, ne peut pas permettre, ne peut pas laisser libre cours à la liberté qu'auraient certains de proférer des propos qui seraient complètement contraires à la liberté de vie d'autres. Pour être très clair, on ne peut pas laisser des terroristes islamiques tenir des propos dans des mosquées qui soient des propos violents et de guerre, alors qu'ils pourraient s'appuyer simplement sur la liberté de conscience, de pensée et de culte, et donc faire ce qu'ils veulent là-dessus. Il est essentiel d'oser. Maintenant, il ne faut pas tout mélanger, et quand on vient nous interdire de nous réunir ou qu'on vient interdire des messes tout en permettant des centres commerciaux, eh bien, on a vu que nos hautes juridictions avaient considéré que là, il y avait une atteinte qui était disproportionnée à la liberté de culte, et bien heureusement qu'elles l'ont déclaré. Il faut avoir cela bien en tête parce qu'il ne faut pas arrêter de lutter. Il ne faut pas se dire que parce qu'il y a des atteintes aux libertés qui sont faites, eh bien après tout, c'est forcément normal. Nos gouvernants, comme nous, tâtonnent. Enfin, du moins, c'est l'impression que j'ai. Donc, si nous les laissons tâtonner sans guider et sans dire, sans protester, si par exemple, il n'y avait pas eu les évêques et d'autres pour se lever contre les atteintes disproportionnées à notre liberté de célébrer la messe et d'assister à la messe,
au printemps, eh bien, les dispositions seraient restées. Il fallait qu'il y ait des gens vigilants qui se lèvent. Donc il ne faut pas se laisser endormir. Vous connaissez l'histoire de la grenouille. Je ne sais pas du tout si c'est vrai cette histoire de grenouille, parce que ça me semble un peu étonnant, mais la grenouille qu'on cuit à l'eau bouillante, quand on la met dans l'eau bouillante, elle ressort parce qu'elle a trop chaud, tout de suite en sautant. Mais la grenouille qu'on met à cuire à l'eau froide reste dans l'eau froide à nager tranquille, et puis on lui met de l'eau de plus en plus chaude, et puis elle finit par s'endormir, et puis elle est toute cuite à la fin sans être ressortie de la casserole. Bon, donc je ne sais pas si cette image est réelle sur le plan biologique, mais en tout cas, il ne faut pas qu'elle soit réelle sur le plan de notre vie en société. Et aujourd'hui, nous avons besoin d'une vigilance de plus en plus accrue parce que les différentes peurs, comme je le disais tout à l'heure, de nos citoyens, de nos concitoyens et parfois de nous-mêmes, risquent de nous faire considérer comme normales des situations qui sont anormales. Montesquieu avait une très belle phrase sur le fait, peut-être le père qui connaît tout la connaît peut-être par cœur, non ? La phrase de Montesquieu sur le fait qu'il faut parfois couvrir la statue de la liberté que j'ai marquée. Voilà, on peut mettre un voile sur la liberté de temps en temps, comme on met un voile sur une statue. Et Montesquieu disait que de temps en temps, c'était indispensable. Eh bien, ce voile sur la liberté, on peut avoir besoin de le mettre, c'est certain. Mais en même temps, il faut que ce soit un voile que l'on puisse enlever. Il n'est pas question de mettre sur nos statues que sont les libertés des chapeaux ou des boîtes qui fassent qu'après, elles ne soient plus apparentes. Nos libertés sont essentielles et donc nous devons les sauvegarder. Maintenant, je propose que vous me posiez des questions après ce bavardage. Dans le projet de loi, il y a un article qui dit que tous les financiers, tous ceux qui sont derrière des associations caritatives pourraient être contrôlés. Enfin, il y aura des obligations de déclaration, je sais pas quoi, et de contrôle. Et Monseigneur de Boulin-Beaufort a fait un article dans le Figaro que je n'ai pas lu. Et un des 4 points, un des 4 points qu'il conteste dans la loi est ce point. Alors, vous dites, madame, que c'est quand même tout à fait bien pour contrôler les frères musulmans. Alors, je n'ai pas du tout lu ni l'article de loi qui projette ceci, ni l'article de Monseigneur de Boulin-Beaufort. Mais simplement, je pense qu'il y a énormément de manières de contrôler les frères musulmans, qu'on peut, sans avoir une obligation de déclaration ou de contrôle sur toutes les associations, voir qu'il y a des associations qui se créent, avoir plus de moyens mis sur le fait de moyens de police, des moyens du préfet, pour voir qui sont derrière les associations qui paraissent suspectes, sans qu'il y ait pour autant un contrôle potentiel de toute association, même de celles qui ne posent aucun problème. Parce que le souci, c'est que... Alors, je ne sais pas qui a raison, mais j'imagine la position de Monseigneur de Boulin-Beaufort. Le souci, c'est que aujourd'hui, cela pourrait permettre de savoir exactement qui donne quoi dans son quartier, à quelle association est-ce que vous donnez plus à la paroisse ou est-ce que vous donnez plus à l'association disons de lutte contre le mariage pour tous ou à Avenir de la Justice ou je ne sais pas quoi, et donc de voir complètement votre profil. Or, le grand risque qu'on a aujourd'hui, oui, le profil du donateur, le grand risque qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a quand même des moyens de contrôle de l'État colossaux par la collecte de données, qu'on n'avait pas du tout auparavant. Or, est-ce que vraiment, je sais bien, aucun de nous, par exemple, ici, n'a rien à cacher. Mais le fait de ne rien avoir à cacher, ça ne veut pas dire que pour autant, on a envie de tout montrer, ni que tout le monde sache tout sur nous. Par exemple, aucun de nous n'a rien à cacher, et pourtant, et physiquement non plus, et pourtant, aucun de nous n'ira se mettre nu dans la rue. Aucun. Et c'est exactement la même chose. On n'a pas envie d'avoir une cartographie complète voilà, que chaque citoyen puisse être étiqueté. Là, comme ça, on pourra envoyer des publicités électorales qui soient plus dirigées. Tous ceux qui financent des associations caritatives catholiques vont recevoir un petit bulletin bien pensé, expliquant qu'il faut voter pour tel candidat parce qu'il soutient telle œuvre. Et on va se dire, oui, ça c'est très bien, pendant que les autres qui soutiennent en revanche des choses très laïcardes vont recevoir un petit bulletin très laïcard. Et à un moment, c'est très gênant, c'est très dangereux. Donc du coup, moi je pense que les atteintes comme ça, a priori, moi je suis contre. Mais voilà, et le fait de dire que c'est contre les frères musulmans,
Je pense que c'est vrai, c'est-à-dire que je ne crois pas à une mauvaise intention du législateur, mais je crois que le législateur ne se rend pas compte du danger. En fait, chaque élu veut faire plaisir à ses électeurs. Chaque élu veut du coup répondre à la pression du moment. On a des lois là qui pourraient s'appeler en réalité loi Samuel Paty, parce que c'est atroce ce qui s'est passé. Mais on n'a jamais fait de bonnes lois en réagissant sur le coup à une émotion publique. Donc il faut prendre du recul, se dire bon bah oui, on veut lutter contre les frères musulmans, c'est une évidence. Mais quels sont les moyens de lutter contre les frères musulmans sans prendre des lois générales qui englobent tout le monde? Appliquons déjà les textes qu'on a, poursuivons, veillons, mettons sur écoute plus de gens. Voilà, il faut dire aussi que quand quelqu'un qui est fiché S commet un délit ou un crime, ah ben, évidemment tout le monde s'émeut, non mais c'est quand même incroyable, il était fiché S et pourtant on ne l'a pas arrêté. Ben non, on ne peut pas tout faire tout le temps, on fait ce qu'on peut, il n'y a pas de volonté de laisser passer des fichiers S, il y a juste le fait qu'on a un État qui a ses limites et limites qu'on touche très très souvent. Bon, alors voilà, je crois moi qu'il ne faut pas que dès qu'on peut éviter de prendre une loi liberticide, même si c'est sur un point qui paraît annexe comme le financement d'une association, il faut éviter de le faire. Associations musulmanes qui ont 50 façons de cacher en dernier ressort la provenance de leur argent, le but de cet argent, etc. Donc comment on répond à ça? Si elles ont 50 façons de cacher la provenance de leur argent et le but de leur argent, elles continueront à le cacher malgré les dispositions en question. Et si, ça ne change rien. Pas d'explication cohérente, l'association est interdite. Dans ces cas-là, on peut interdire l'association parce si c'est vraiment le cas, si le fait de ne pas donner d'explication cohérente, une association, si elle est dans un but qui est dangereux, si elle risque de porter atteinte à l'État, si on soupçonne qu'elle commet un délit. Alors à ce moment-là, c'est à l'État de prouver la faute. Oui, mais vous voyez le problème, c'est qu'en créant un système de droit qui permet qu'on n'a plus besoin de prouver la faute, mais que c'est à celui qu'on accuse de prouver son innocence, là, on rentre dans un système extrêmement dangereux, qui là porte une atteinte dramatique à la liberté. Vous voyez ? Il ne faudrait jamais avoir besoin de prouver son innocence. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas possible, parce qu'on ne peut pas faire la preuve d'un fait négatif, d'un fait qui n'existe pas. Donc, ça s'appelle l'angélisme, ça. Non, ça s'appelle le code pénal. On est présumé innocent. C'est pas de l'angélisme. Et je ne crois pas que nos dirigeants soient angéliques depuis plusieurs dizaines de siècles. Je crois que le jour où on a prouvé qu'on est innocent, on arrive dans des procès de Ceausescu où on demande aux gens d'expliquer eux-mêmes pourquoi ils sont coupables et tout va bien. Alors, bien sûr, hein, vous avez peut-être tout à fait raison, je ne dis pas, et ça pose un vrai problème. Non. Moi, je sais que j'ai une très bonne amie qui m'a expliqué il y a 15 jours ou 3 semaines qu'on était en dictature actuellement, que moi, je trouve que pas du tout, et que du coup, j'ai changé de sujet parce qu'en ce moment, c'est un peu comme l'affaire Dreyfus, ils ont tout parlé, on s'engueule, et après, c'est dommage parce que quand on s'engueule trop, parfois, ça crée quand même un peu des séquelles. Donc, non, mais je pense que j'aurais tendance à penser que la dictature est quand même fondée d'abord sur l'arbitraire, et qu'aujourd'hui, alors évidemment il y a toujours de l'arbitraire, hein, mais qu'aujourd'hui l'arbitraire que nous subissons me paraît quand même relativement limité. Ensuite, le fait même qu'on puisse se poser la question en public de savoir si on est en dictature, pour moi, prouve qu'on n'est pas en dictature. Voilà. Et non seulement je le dis en public, mais en plus même je suis filmée. Alors ça n'aura pas un retentissement mondial, mais même si j'ai que 25 personnes qui regardent, en dictature, il suffirait d'une. Enfin, vous voyez. Donc bon. Est-ce que la question des libertés n'est pas en train d'échapper un petit peu au droit? Liberté d'expression, je pense en particulier à ça, et je pense au fameux tweet à la censure de Donald Trump par un acteur. Ah oui, c'est dramatique. Moi, j'ai trouvé ça, moi, ça m'a terrassé.
Donc la question est, est-ce que la liberté n'échappe pas au droit, c'est ça? Et que la censure... un peu inopérant par rapport à ces questions de Et, liberté d'expression. et est-ce que le droit ne devient pas inopérant par rapport aux questions de liberté d'expression? Par exemple, le tweet de Donald Trump qui fait qu'il est supprimé par Twitter et Facebook, je crois. Il est banni, il n'a plus le droit de s'exprimer. Alors, en fait, c'est complètement dingue. C'est complètement fou. Alors, ce qui s'était passé au Sénat américain était complètement fou et dramatique et entraînait des morts, donc c'est épouvantable. Mais le fait que des sociétés commerciales décident d'un coup de bannir quelqu'un sans qu'il y ait de contrôle, de manière totalement arbitraire, c'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave, c'est tétanisant en fait. Bon, et voilà. Alors là, du coup, c'est une dictature du commerce. Parce que c'est l'argent qui est derrière qui... Enfin, je ne crois pas qu'il y ait de grands idéaux qui aient permis de bannir Donald Trump, mais simplement une idée que là encore, si Donald Trump n'était pas banni, peut-être qu'après on pourrait reprocher aux grands qui l'ont banni de l'avoir laissé circuler et donc qu'eux-mêmes encourent des sanctions, par exemple avec plein de gens qui quittent Facebook, ça serait une catastrophe. Donc, oui, ça c'est très effrayant. Il y a aussi la dictature du tweet, de l'émotion. C'est-à-dire qu'avec l'invention de l'imprimerie, on a fait un énorme progrès. Il ne faudrait pas qu'avec l'invention d'Internet, on retombe au Moyen-Âge où on brûlait les sourcières, parce que c'est un peu ça qu'on fait en réalité. C'est-à-dire que si quelqu'un se fait lyncher sur Internet, il n'existe plus. Il n'existe plus. Il y a les hashtags MeToo, qui sont sans doute utiles et bons pour une part, parce que permettent de réveiller la société sur des comportements qui sont inadmissibles, sont pour une autre part des espèces de mitraillettes données à des personnes qui les utilisent sans s'en rendre compte. Enfin, c'est incroyable, c'est extrêmement dangereux, les hashtags MeToo ou les autres. Donc, on est dans une société où la communication peut être en elle-même un vecteur terrible d'atteinte à la liberté. Il faut effectivement être vigilant là-dessus, mais comment se battre aussi quand on voit, il y a des moments où on se dit, ça paraît pas évident, quels sont les outils qui sont mis à notre disposition pour lutter. C'est ça qui est difficile aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de limite dans un sens comme dans l'autre. Vous avez parlé des médias, etc., qui interviennent pour contraindre, mais quand il y a un danger, c'est quand même difficile. Il n'y a pas de limite ni dans un sens ni dans l'autre. Tellement certaines personnes ou certains organismes ont de pouvoir. Et c'est très perturbant parce que même chez les enfants qui sont victimes des médias, c'est dramatique tout ce qui se passe en ce moment. Alors, il y a des limites qui sont apportées par nos lois quand même. Par exemple, nos lois, la loi de 1881 sur la presse, qui est une des lois qui a été quand même la moins touchée depuis 130 ans, non, 150 ans, et qui est vraiment fondamentale. Cette loi-là permet normalement de citer quelqu'un en correctionnel parce que sur Twitter, il a diffusé des propos faux. Vous voyez ? Il y a des... oui, c'est un peu léger peut-être par rapport à la vague qu'on peut supporter. Oui. La limite, c'est que les articles sur Twitter ne sont pas nécessairement signés ou par des pseudos. Enfin, ce pas des articles, c'est des commentaires. Et c'est toute la question d'un droit, en fait, et donc par rapport à la vérité, à la vérité d'une information et au non-respect des règles fondamentales du journalisme. Oui. La vérité de l'information avant diffusion. C'est tout à fait vrai. C'est vrai. Mais on peut faire agir directement, enfin demander à celui qui fournit l'accès de supprimer l'accès, mais c'est compliqué en tout cas. Oui. Ma question concerne le pouvoir judiciaire, qui est en principe le meilleur garant de nos libertés. Mais est-ce qu'on n'assiste pas aujourd'hui à une dérive du pouvoir judiciaire qui va paralyser le pouvoir politique ou législatif? Alors ça se mord.
trouve que vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire que le pouvoir judiciaire est le meilleur garant de nos libertés. Et en même temps, on se trouve face à des juges qui se sentent parfois, j'ai l'impression, munis à tort de la mission d'épurer la société de tout comportement politique malsain, enfin de faire le nettoyage chez les politiques, et qui, du coup, n'exerce pas son pouvoir et son devoir de garant des libertés avec recul et comme il le devrait, mais au contraire avec une sorte de parti pris lui-même politique en s'opposant politique. Enfin, et ça ne va pas. Ça ne va pas. Je pense qu'aujourd'hui, en France, les juges ne sont pas assez considérés. Je pense que cette absence de considération les conduit à avoir des comportements qui ne sont pas dignes de la justice et pas dignes d'une démocratie où les... Voilà. Mais ça, c'est un sujet philosophique complexe et un peu glissant. Oui. On n'a pas des références à prendre aussi dans la religion chrétienne, qui, comme la religion juive et la religion islamique, sont des religions de la loi, mais la religion chrétienne est une religion de la liberté parce qu'elle met la foi au-dessus de la loi. Mais l'amour au-dessus de la loi, peut-être qu'elle nous donne plus d'assises pour une vie libre. Oui. Moi, ça me paraît tout à fait juste. C'est-à-dire que je pense que si nous étions plus profondément chrétiens, nous serions plus profondément libres avec moins ce type de questions. En plus, enfin, ce type de problème. Je pense que de temps en temps, nous avons l'impression aujourd'hui que nous sommes dans un navire sans boussole. Je ne sais pas si c'est un navire, enfin dans un moyen de transport sans boussole en tout cas. Et que donc, la foi chrétienne est pour nous notre boussole, mais même en fait, si on n'est pas chrétien, je pense que s'enraciner profondément dans un idéal qui dépasse la contingence matérielle du jour serait essentiel. Je crois que c'est là notre chance de survie pour dépasser le... Pour gérer une crise, de toute façon, on prend des lois qui sont des lois de situation de crise. Mais si on les prend en s'ancrant dans un regard qui va un peu plus loin, eh bien je pense qu'on fait moins de bêtises que quand on est simplement pris par la vague. Je pense que si on regarde l'horizon, on prend toujours mieux le cap que si on regarde ses mains sur le volant. Vous voyez ? Donc c'est ça la chose. Aujourd'hui, on est dans cette situation paradoxale où pendant qu'on lutte autant qu'on peut contre le Covid, on a quand même un projet de loi avec des tweets que je voyais encore ce matin favorables à ce projet de loi sur l'euthanasie. Enfin, je revoyais des tweets ce matin qui reparlaient d'euthanasie. On se dit, mais où est-ce qu'on va ? Ça n'a aucun sens. Donc, bon. Encore une ou deux questions, et puis nous remercierons Solange. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction finalement dans le sujet, ce serait de dire que finalement pour protéger la liberté, il faut la restreindre aussi. C'est un peu ce qu'on voit sur la question d'Internet, par exemple, avec une dose de censure qui est nécessaire. C'est vrai, moi je trouve... L'aspiration à la liberté et les conditions pour oui, vous avez tout à fait raison, et cette contradiction fondamentale fait toute la difficulté en fait de ces textes, de ces lois, la nécessité de notre vigilance, et aussi la nécessité, je pense, de réussir à trouver, par exemple, l'essence d'un texte pour y adhérer. Moi, je vois beaucoup de gens, par exemple, très très énervés par les limitations de vitesse. Si, au lieu de voir simplement la limitation de vitesse comme la volonté de l'État d'emmerder au maximum les citoyens pour se mettre le maximum d'argent dans la poche grâce aux amendes,
on se dit que peut-être la limitation de vitesse à tel endroit permet qu'il y ait moins de morts, ben, tout de suite, on ne vit pas la limitation de vitesse de la même manière. Et je pense qu'il y a quand même beaucoup de lois qu'il est intéressant de voir avec aussi un peu de recul, comme je disais tout à l'heure, en regardant l'horizon et pas seulement les mains. La seule chose, c'est qu'il faut aussi que le législateur, quand il prend sa loi, regarde l'horizon et pas seulement ses mains, et que voilà, il faut entraîner il faut que tout le monde ait envie de regarder l'horizon, mais ça me semble faisable peut-être par capillarité. Oui. Moi, j'ai une question pour nous, catholiques. Comment concilier la liberté, vous l'avez dit encore mieux, et notre religion est fondamentalement basée sur la liberté, si on n'est pas d'accord avec son curé, son évêque, voire le pape? Bah, je pense que notre religion ne nous demande pas d'être toujours d'accord. Donc, concilier notre liberté... Après, il y a des vérités fondamentales qui font qu'on se réclame d'une... Par exemple, si on adhère au credo, sauf erreur, ben, on est catholique. Voilà, ça n'empêche pas de pouvoir dire ou penser qu'on est d'accord ou pas d'accord avec son curé, pardon, mon père. Mais... ouais. C'est ça qui me semble aujourd'hui, c'est la privation de liberté, c'est la privation de parole. Ce qui me semble le plus grave aujourd'hui, c'est que dans nos libertés, il y a, qui a été relevé remarquablement par Solange, c'est la privation de parole qui me semble le fait le plus grave. Parce qu'il ne permet plus, précisément, qu'il y ait un dialogue qui soit constructif et responsable. Nous prive de liberté. Fondamentalement, on prive de la liberté de parole. C'est ça qui me semble grave. Oui, dans le cas de Trump, c'est très intéressant. Pourquoi lui couper tweet et pourquoi plutôt ne pas faire une régulation sur un tweet? Twitter avait toute la possibilité de réduire le tweet vengeur de Trump à propos attaque. Ça lui appartient. Au lieu de ça, il écoute la langue. Au lieu de lui dire retirez vos propos, on vous les retire. On écoute la langue. Et puis il fallait passer devant un juge. On peut passer devant un juge en 2 heures. Hein. Et les histoires des associations, c'est exactement la même chose. Et plutôt que de dire on va réduire une association en lui disant vous n'avez pas le droit de faire un retard pour les terroristes, etc., on condamne toutes les associations. On condamne pas. Le règlement. Il y a déjà des règlements qui existent là-dessus. Solange, on vous remercie infiniment. C'est moi qui vous remercie. Et je remets mon masque. Mettez votre masque. Merci à tous et à toutes d'avoir participé